Salut à tous, bienvenue et merci de me suivre encore pour cette troisième vidéo qui va parler aujourd'hui de protection personnelle, de self-défense et de sécurité en milieu urbain. Je vais essayer de vous faire acquérir aujourd'hui quelques grands principes de sécurité qui permettront un jour de sauver votre vie ou celle d'un de vos proches. Les mots d'ordre de la vidéo: prévention, vigilance, précaution et préparation. Sur mon groupe Facebook que je vous invite à rejoindre, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Je vous ai déjà parlé de la pyramide de Maslow, donc je ne vais pas m'étendre dessus, vous irez voir. Mais du coup, c'est pour reparler de ça en disant que le besoin de sécurité est un des besoins primaires pour l'homme, qui passe juste après le besoin physiologique, celui de respirer, de se nourrir. En comparaison avec la société féodale du Moyen-Âge, notre société actuelle dite civilisée n'en demeure pas moins dangereuse pour celui qui ne serait pas prêt et se sentirait un peu trop en confiance, protégé par les lois, par les systèmes de vidéosurveillance qui se multiplient dans nos rues, ou par la présence des forces de l'ordre aperçues à quelques rues auparavant. La société bien pensante de bisounours actuelle tend à nous cataloguer les individus qui se trouvent dans une recherche poussée de sécurité dans la case des paranoïaques. Changer de trottoir lorsqu'on croise un groupe la nuit qui est un peu bruyant, un peu éméché. Sortir du bus s'il y a une personne louche qui se rapproche un peu trop, ou prévoir un EDC quand on sort de chez soi. Tout ça sont autant de situations à inclure dans la prévention d'agression et qui devraient être naturelles pour tout un chacun. Cependant, chacun d'entre vous aura des besoins et des contraintes sécuritaires bien spécifiques et bien différentes. Pas uniquement d'un point de vue physique, même si effectivement un homme de 120 kg pour 1,90 m aura moins de risques de subir une agression, une altercation, qu'une petite bonne femme d'1,50 m pour 40 kg toute mouillée. Ceci dit, le physique représente à peu près 20% de la préparation, ce qui veut dire que le restant, les 80%, c'est essentiellement sollicité par le mental et par votre comportement lors d'une situation de stress. Le regard, le charisme et la détermination principalement sont autant de moyens de ne plus paraître faible et potentiellement de ne pas rester une opportunité d'agression. Dans tous les cas, se préparer, que ce soit pour éviter un conflit ou pour se préparer à un affrontement s'il n'y a pas de possibilité de fuite, tout cela doit faire partie quasi intégrante de votre quotidien. Faites l'exercice de vous mettre à la place de l'agresseur quand vous prenez le bus par exemple ou dans la rue. Demandez-vous qui vous pourriez agresser parmi les gens qui sont autour de vous et pourquoi. Et ensuite réfléchissez à ce qu'il faudrait à ces personnes pour que ne plus vous donner envie de les agresser. La tenue vestimentaire qu'elles portent ou leur attention complètement déconcentrée par le téléphone portable ou avec un casque sur les oreilles. Des bijoux extrêmement voyants à leurs poignets ou autres qu'on voit beaucoup. Et à l'inverse, dans le rôle de la victime, trouvez autour de vous des individus susceptibles de venir vous emmerder. Que ce soit parce qu'ils ont un regard provocateur et vous sentez qu'ils vont venir vous faire chier pour une raison X ou Y, que ce soit un drogué, que ce soit une bande de jeunes branleurs ou quoi. Bref, voilà, tous ceux qui seraient susceptibles de devenir un agresseur potentiel envers vous. Pour ce faire, il est important de distinguer les différentes classes d'agresseurs qui agissent seuls ou en groupe. En premier, vous avez l'imprévisible. Il peut s'agir d'un individu bagarreur, un voleur acculé qui devient agressif, un drogué qui agit seul et de façon impulsive. En général, l'imprévisible n'a rien prévu à l'avance. Il ne réfléchit pas et il sera difficile à calmer uniquement par de belles paroles de votre part. Ensuite, vous avez le prédateur. Alors lui, il tend un piège préparé à l'avance
à une proie en prenant un minimum de risques. Il aura tendance à ne pas vouloir être découvert et peut facilement renoncer s'il se rend compte que sa proie, vous en l'occurrence, ne se laissera pas faire par exemple. Ensuite, troisième catégorie, on a le gang organisé. Alors celui-là c'est le plus dangereux, parce que quand il attaque, ces individus sont en surnombre, et du coup les circonstances qu'ils ont choisies leur sont favorables. En cas de tentative de vol, le mieux c'est de se défaire de ses biens sans résistance. Hein, une vie, ça vaut pas un porte-monnaie. Par contre, s'il s'agit d'une tentative d'agression physique, un règlement de compte ou un exemple de leur part, la seule solution restera la fuite, le plus possible. Et pour finir, du coup, vous avez ce qui s'appelle l'effet de groupe. Il s'agit d'un ensemble d'individus qui décident de passer à l'attaque de façon imprévue. C'est un groupe qui n'est pas forcément soudé. Du coup, l'idéal, si vous le sentez, c'est de trouver, d'identifier et d'attaquer le chef. Et ça peut être, si la fuite n'est pas possible, ça peut être la solution envisageable. Après ce classement des agresseurs, j'en viens à celui du niveau d'alerte que vous devez développer à tout moment. Chez vous, en famille, dans la rue, au travail, de jour ou de nuit. Votre vigilance et votre niveau d'alerte évoluent énormément. Il y a un ancien Marines des États-Unis qui s'appelle Jeff Cooper, qui a servi dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et en Corée, et il a établi une échelle de vigilance suivant un code de couleurs. 5 couleurs du coup. La première c'est le blanc, qui correspond à un état d'alerte relâché, détendu, inattentif. C'est-à-dire, cet état, il favorise l'agression parce que ça vous surprendra à tous les coups, vous ne serez pas prêt. Cet état-là, c'est celui de beaucoup de gens au quotidien et devrait pourtant être adopté que dans certains cas particuliers, comme lorsque vous dormez ou de manière très occasionnelle dans des lieux extrêmement sécurisés comme chez vous par exemple. Deuxième couleur ensuite, c'est le jaune. Donc là, ça correspond à un état d'alerte avec vigilance passive ou détendu attentif. Vous êtes conscient de votre environnement immédiat et vous êtes prêt au cas où un signe de danger survienne. Cet état-là peut être votre état au quotidien et dans la plupart des situations journalières, quand vous êtes dehors dans la rue, quand vous faites vos courses ou même au travail. La couleur suivante, le orange. Alors là, ça correspond à un état d'alarme ou de vigilance active. Soit une menace potentielle survient, comme un individu suspect que vous trouvez bizarre et qui arrive vers vous, ou une scène de tension pas loin dans un groupe de gens. Soit ça, effectivement, soit un risque situationnel qui peut exister, comme dans les transports en commun, dans une banlieue à risque, où on ne se risque pas forcément tout le temps, ou des manifestations avec forte affluence. Cet état, il est assez stressant et il est possible que quelques heures, dans une situation où il est préférable de ne pas rester. Quatrième couleur, le rouge. Donc ça correspond à un état d'alerte élevé et de détente mentale. Détente pas dans le sens dormir, mais dans le sens de déclic et d'attention extrême. La menace, dans ce cas-là, dans cet état rouge, la menace, elle est avérée. Et votre esprit, il est focalisé sur le danger et prêt à une action de défense ou de survie. Cet état-là n'est possible que pendant quelques minutes, parce que c'est extrêmement stressant, et c'est le moment où l'issue du combat ou de la situation se décide, et où le stress peut influencer vos décisions. C'est dans cet état qu'apparaît la fameuse vision tunnel, où votre champ de vision a tendance à se rétrécir, et vous ne faites plus attention à ce qui peut se passer autour de vous, d'où danger. Et dernier état, qui correspond à la couleur noire, c'est l'état de panique, de blocage psychologique et physique. Donc souvent, il est la conséquence d'un choc ou d'une surprise, une action violente d'un individu envers vous. C'est un état de vulnérabilité qui est difficile et très lent de modifier lorsqu'il est atteint. C'est un état de faiblesse qu'il faut éviter à tout prix.
Donc voilà pour ces classements de couleurs du code Cooper. À savoir que plus votre état d'alerte se rapproche du rouge ou du noir, plus il s'agira pour vous d'utiliser des techniques de défense, d'attaque ou de survie simples, basées sur une mise en œuvre de comportements réflexes. Parce qu'en cas d'agression, il n'est pas possible de réfléchir de façon posée. Ces techniques seront les seules que vous serez apte à mettre en application, car lors de stress, c'est votre cerveau reptilien qui prend le relais. Le cerveau reptilien, c'est la structure anatomique et fonctionnelle la plus ancienne de notre encéphale. En situation de survie, d'agression ou de self-défense, ce cerveau reptilien a pour fonction de préserver votre intégrité corporelle. Il est le siège de vos instincts les plus basiques, comme la reproduction, la soif ou la faim, et est également la base de vos émotions, la colère et la peur. Voilà pour du coup cette première vidéo. Je vais m'arrêter là car ça fait quand même un gros condensé pour arriver à retenir l'important et le mettre en application au quotidien. C'était la première vidéo d'une série de 3, je pense, sur la protection personnelle. Voilà, en attendant, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, likez ma vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou une remarque à me faire. Voilà, allez, salut à tous!